Parce qu'à partir de la peur, souvent on développe des systèmes de défense. Parce qu'il y a un trauma à la base, il y a quelque chose qui nous a chahuté à différents degrés. Et donc du coup, on va avoir tendance à construire un système de défense qu'on va automatiser par la suite. Et surtout si c'est hérité de la petite enfance ou après. Bref, on a ce système de défense qui est basé sur la peur. Et le gardien qui va protéger l'entité, la position mentale qui est associée au corps, c'est-à-dire votre personne, votre ego, et bien justement c'est l'ego. Voilà. Celui qui va garder la personne de tous les dangers extérieurs, de tous les dangers potentiels, inimaginables, passé, présent et futur, c'est l'ego. Donc le représentant de la peur, quelque part, c'est l'ego. Et il s'érige plutôt en défenseur, en protecteur. Et si jamais vous sortez du droit chemin, il peut aussi s'ériger en tentateur. Voilà. C'est un peu les mécanismes sournois qui sont utilisés par cette entité à qui on a donné les clés de nos vies, en fait, finalement. Parce qu'on croit toujours pas avoir le choix, mais en fait, si, fondamentalement, vous avez tous le choix à n'importe quel moment. La liberté est vraiment à la base de votre existence. Et il y a plein d'exemples dans l'histoire qui ont prouvé que même en cage et même emprisonnés, des hommes ont trouvé la liberté, des hommes et des femmes. Hein, c'est pas, encore une fois, ça n'a rien à voir avec sa classe sociale, avec la couleur de sa peau, avec son sexe, avec son orientation sexuelle, on est tous logés à la même enseigne par rapport à ça, bien qu'on pourrait croire le contraire. Dans cette course à l'émancipation contre l'ego, on est tous, alors j'ai pas envie de dire à armes égales, mais on est tous égaux devant cette nécessité-là. Voilà. Et donc du coup, l'ego, c'est un peu le représentant de la peur. Voilà. Et on parle souvent d'ego mental, on parle de mental, on parle de personne, de personnalité, on parle de personnage. L'ensemble de la structure qui vous permet on va dire, de relationner, entre guillemets, d'un point de vue de personne à personne, dans une société, dans un contexte prédéterminé, c'est-à-dire la famille, les amis, etc. Et tout ça, c'est à la fois un repère, et qui dit repère dit aussi jalon, dit aussi enceinte, dit aussi enfermement. Et l'enfermement, littéralement, l'enfermement, c'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il va pouvoir te tenir en cage, te tenir en prison. Et l'ego, en fait, on peut très bien le repérer. Alors, on ne parle pas, on va dire, il y a deux pôles de l'ego. Il y en a un qui est, on va dire, obscur, et l'autre qui est lumineux. On va schématiser, même s'il y a plein de degrés et plein de nuances. Et on n'est pas en train de dire que les qualités propres à la personne ne sont pas forcément préférables à la partie obscure, mais de toute façon, que ce soit d'un pôle comme l'autre, au bout d'un moment, de toute façon, l'ego étant illusoire, la personne étant illusoire, dans le sens où elle n'a pas de réalité intrinsèque, elle n'est pas ce qu'il y a de fondamental chez vous, eh bien, comme elle n'est pas réelle, de toute façon, il va falloir se débarrasser, que ce soit du pôle négatif, ou enfin, qu'on pourrait appeler négatif, même si c'est pas le bon terme, du pôle obscur ou du pôle lumineux, quoi. Donc de toute façon, l'ensemble de la personne, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, on va devoir s'en débarrasser à un moment ou à un autre. Parce que de toute façon, quand on part et quand on meurt, quand le corps physique est en train de se détériorer, et que la conscience est toujours la base de votre existence et s'aperçoit qu'en fait elle est en train de perdre le corps, il y a un attachement au corps qui peut compliquer le départ. Donc, vraiment c'est important de comprendre que l'ego, il a quand même des caractéristiques. Et on va le retrouver dans sa journée. Et on va voir à quel point il est subtil. Je m'explique. L'ego, c'est quoi finalement? Par un réflexe de survie, dans nos sociétés, on est des êtres sociaux, on a vécu comme ça depuis le fin fond des grottes, on a accumulé des techniques de manipulation les uns avec les autres, qu'on appelle techniques de communication ou autres, mais à la base, le but c'est de rester associé à un groupe pour survivre. Comme dans les grottes, c'est la même chose.
Et ces techniques de manipulation, de communication, de position sociale, donc de personnage, donc de rôle, de fonction, tout cela, c'est ce qui vraiment nous constitue. Et donc, il est essentiel pour que ce programme automatique reste en vie, déjà d'être identifié au corps, parce que c'est une question de survie. Si vous n'êtes pas associé à votre corps, si vous n'avez pas un processus d'identification de votre corps, que vous pouvez lâcher à tout moment, mais que vous pouvez récupérer à tout moment, eh bien, vous risquez un petit peu de vous laisser aller et ça peut même finir très mal. Donc, c'est un processus normal, j'ai raison, les autres ont tort. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est vraiment essentiel, c'est que l'ego, le premier signe de votre ego, c'est la volonté absolue d'avoir raison, dont découle la volonté d'avoir le dernier mot, dont découle la volonté de ne pas reconnaître quand il a tort. Ce qui revient à peu près au même, mais vous voyez un peu le processus. Et l'ego se sent en danger quand il a tort. L'ego se sent en danger quand on le remet en question. Et cette remise en question-là, on est très bon pour la faire par rapport à l'ego des autres, mais on est très mauvais pour la faire à soi. Voilà. Donc, on aime bien, un ego aime bien avoir raison. Il va avoir le dernier mot. L'ego, c'est aussi quelque chose qui va essayer de systématiquement repérer le négatif. Encore dans un réflexe de survie, hein. Il n'y a rien de mal à ça, c'est la psychologie humaine qui est basée là-dessus. C'est un réflexe de survie. Donc repérer ce qui va mal, repérer ce qui est dark, ce qui est potentiellement dangereux, critiquer, beaucoup critiquer, encore une fois, à la fois pour prévenir le mal, pour prévenir éventuellement des choses qu'on n'aurait pas vues, pour éviter de se faire arnaquer, et en même temps, pour continuer d'être dans cette position de j'ai raison. Parce que rien ne fait plus de bien à l'ego de se dire j'ai raison. Et caractéristique aussi de l'ego, c'est de croire que lui n'a pas d'ego, mais que les autres en ont un. Vous voyez, c'est toujours le même processus, c'est-à-dire que il y a une sorte de bienveillance inhérente à soi, d'ouverture sur le monde, mes valeurs sont les meilleures. Donc c'est facile de critiquer les autres et de juger, bien évidemment, on en parlait avec Marine la dernière fois, mais c'est d'autant plus difficile de voir vraiment. On peut voir les défauts des autres, mais de voir ces défauts, c'est vraiment quelque chose, et de voir vraiment tous ces biais, de voir vraiment cette tendance que l'on a, parce qu'on l'a tous, en fait, toutes et tous, d'avoir cette tendance de vouloir convaincre les autres, de les ranger à notre raison, c'est-à-dire d'avoir raison. Et là-dedans, oubliez les faits. Oubliez les faits. Les faits vont être mis au service d'un seul enjeu, qui est « j'ai raison, les autres ont tort ». Et c'est exactement ce qui nous emmène dans le mur en ce moment. Il n'y a que ça. Voilà. Pourquoi il y a de la guerre partout, des conflits dans la famille, dans les sociétés, c'est parce qu'on est dans un ego collectif qui est bien gavé, qui est bien obèse, qui a bien mangé là depuis des siècles. Donc toutes les civilisations sont basées sur ses exploits morbides ou non, et sur son génie ou sur son. Donc tout est là-dessus. Cet ego là collectif, ce melon comme ça collectif est axé sur l'exploit personnel, l'exploit individuel par rapport aux autres. J'ai raison, j'ai gagné sur les autres, etc. Un ego, c'est avant tout un processus d'acquisition, de consolidation de sa base à partir de son expansion et de son melon qui gonfle de plus en plus. Et l'ego a l'impression en faisant ça, en étant dans une sorte d'inflation, qu'il va pouvoir trouver la libération. Parce que plus il va se faire du bien, plus il va se gaver, plus il pense qu'il va être libre. Plus il pense qu'il va être... En fait, il confond la liberté et le pouvoir. Or, il n'y a aucun pouvoir dans la liberté. C'est une chose très importante, on croit que c'est surpuissant, mais il n'y a aucun pouvoir, puisque le pouvoir, on l'a délégué. On l'a donné à plus grand que soi. Donc l'ego, il aime bien juger, il aime bien critiquer, il aime bien avoir raison. L'ego a besoin d'entretenir un climat de suspicion chez tout le monde, à des degrés divers, mais on a ces réflexes-là. Donc entretenir la suspicion, ça permet toujours de laisser la position mentale associée au corps qui est l'ego, de dire, bah tu vois, je suis bien là pour te garder.
Donc il faut entretenir la suspicion. C'est bizarre que l'autre me fasse un sourire. C'est bizarre que l'autre me prête sa voiture gratuitement. C'est bizarre qu'il m'arrive ça alors que d'habitude j'ai jamais de chance. C'est bizarre que ceci. Donc il a besoin systématiquement de remettre en cause toutes ces choses qui pourraient nous arriver et qui bénéficient à notre conscience, c'est-à-dire à notre être, à notre source, plutôt qu'à sa projection, qui est l'ego. Et pour survivre, il a besoin de notre attention. Il a besoin de nous tenir toujours dans l'attente de quelque chose, dans le besoin de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que l'ego a tout intérêt à vous mettre dans un climat de suspicion. La paranoïa, c'est ça. C'est-à-dire, il va vous dire, attention, s'il dit ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Si l'autre fait ci, c'est parce que... Donc, c'est difficile parce que on est tous sujets à ça, à un degré divers, encore une fois. Donc, il faut être conscient de ça, il faut le voir. Et quand on parle de méditation, bah, c'est justement le but, c'est de vous dire, vous avez un outil classique. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas technologique du tout, c'est simplement votre conscience et ça regarde toute la journée ce qui se déploie. Et si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes authentique, vous allez voir vos schémas mentaux. Ça sera plus efficace qu'une séance chez le psy et que chez n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire que on ne peut pas avoir le recul nécessaire par rapport à son activité mentale, sa psychologie. Pourquoi est-ce que depuis des siècles, on vous fait croire que vous avez besoin des autres pour vous libérer, pour être souverain? Pourquoi est-ce qu'on vous fait croire depuis des siècles que tout seul, vous n'y arriverez pas? Pourquoi, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler, que vous n'allez pas être en relation, mais ça veut dire que vous savez, vous avez compris, vous avez réalisé, en tout cas, c'est un premier pas sur le chemin, que vous êtes les seuls à pouvoir vous libérer. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas utiliser l'environnement autour de vous pour un jeu de miroir et comprendre comment vous fonctionnez et pour vous libérer de vos processus mentaux et puis pour avancer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre dans une grotte, que vous n'allez pas être en relation. Mais on nous a fait croire que ce n'était pas nous qui avions les clés. Donc, des générations et des générations d'humains ont mendié à l'extérieur la salvation, l'émancipation en pensant que ça allait venir du plaisir d'essence et autres. Et quand on comprend que ça ne vient pas du plaisir d'essence, que ça ne vient pas de notre situation sociale, ça ne vient pas du nombre de réussites qu'on a dans sa vie, ça ne vient pas de ses relations amicales, de ces combats qu'on a menés contre les ennemis, de toute la gloire qu'on peut remporter dans le monde, la notoriété ou l'anima, ou toute l'humiliation et la souffrance qu'on peut récolter, quand on comprend que le bonheur, ce n'est pas la suite logique de tout cela, mais que c'est déjà à la base de notre existence, et que c'est nous qui nous sommes éloignés de cette fréquence-là, entre guillemets, eh bien on comprend que c'est nous qui avons les clés. Donc les relations qu'on va avoir, on va les utiliser pour cerner notre ego. Parce que l'ego de l'autre, j'ai aucun pouvoir dessus. On peut dire il a de l'ego, mais tu peux passer ton temps à dire que les autres ont de l'ego. Si tu dégonfles pas ton melon, déjà tu verras des égos énormes partout. Parce que, encore une fois, on fonctionne par projection.